L'homme est un loup pour l'homme. Vous avez certainement entendu parler de cette phrase-là qui est attribuée à certaines sources de l'Antiquité, mais plus connue comme étant l'idiome, l'adage de Thomas Hobbes. Et son grand œuvre, son chef d'œuvre, le Léviathan. Le Léviathan. Alors, le Léviathan est une créature à 3 têtes. C'est un monstre de la mer aux Bibles. Tout à fait. C'est un monstre qui est présent dans la Bible et qui a 3 têtes. Un crocodile, un dragon Et un serpent. et un serpent. Alors, le Léviathan est le maître sur terre. Il est bien évidemment associé à Satan. Sur terre, nul est son maître. Satan est le prince d'ici-bas. Et Thomas Hobbes utilise le Léviathan pour parler de l'État. C'est son analogie, car nul est son maître sur terre. Car le Léviathan est la créature la plus grande, la plus puissante en terre. C'est la même chose pour l'État. Et en ce sens, l'État elle-même, l'État aussi, doit être la créature la plus puissante en terre, afin d'inspirer la crainte et la peur et la respect aux citoyens, aux gens et au public. Tout à fait, dans le passé, l'État possédait son pouvoir, ou plutôt les rois possédaient leur pouvoir de Dieu. Les hommes craignaient Dieu. Mais avec l'évolution des systèmes politiques plutôt, Thomas Hobbes, qui était le premier savant des sciences politiques, c'était un peu le père de cette discipline-là, eh bien, on est arrivé à la conclusion que d'ici lors, les hommes devraient craindre l'État plus que Dieu. L'État était le représentant de Dieu sur terre. C'était celui qui régnait par analogie aux règles divines. Alors l'État était le représentant de Dieu sur terre. Par exemple, le droit divin des rois. C'est probablement le cas le plus évident. Comment la manière dont l'État était le représentant de Dieu sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lois politiques sont tout simplement les transfigurations des lois divines. C'est le mot. Transfiguration. Alors, Thomas Hobbes nous parle tout d'abord du Léviathan et compose cette œuvre politique unique en son genre. C'est une première. Cette œuvre, c'est une première depuis les anciens, avec un A majuscule, ça veut dire depuis les Grecs. Eh bien, Thomas Hobbes écrit dans un contexte vraiment particulier, qui est la guerre civile anglaise. Alors, discutons tout d'abord du contexte. C'était l'année 1642. Le roi Charles, qui était catholique, était en train d'être chassé par l'armée parlementaire et protestante de Oliver Cromwell. Tout à fait. Alors, Cromwell avait rassemblé derrière lui le peuple protestant pour semer la zizanie, la pagaille et pour former une certaine force révolutionnaire contre le règne du roi Charles. Pourquoi? Car de par l'influence de sa femme, qui est une princesse française et donc catholique, les protestants voyaient d'un mauvais œil l'influence de cette reine française-là, ce qui a créé la discorde, la zizanie et le chaos au sein du royaume d'Angleterre, du Royaume-Uni en général. Alors, le Léviathan, nous pourrions dire, est un avertissement. Alors, c'était la guerre civile anglaise. Ça veut dire que la règle de jour était la violence. C'était une guerre de tous contre tous. Alors, dans ce contexte de désordre absolu, Thomas Hobbes croyait qu'avec l'arrivée des nouvelles méthodes scientifiques, comme par exemple celle de Francis Bacon, on pourrait appliquer les méthodes des sciences naturelles aux questions de l'homme et aux questions de l'État, et en créant, en fin de compte, une science sociale, avec l'objectif de créer une société avec de l'ordre, de créer un ordre politique. Et voilà l'objectif de son pièce ici, le Léviathan, la création d'un nouveau ordre politique en utilisant de nouvelles méthodes scientifiques de cette époque de lumière. Tout à fait, le Léviathan est une conceptualisation de la discipline politique, unique en son genre, encore une fois, depuis les anciens, donc les Grecs. C'est une œuvre, je dirais, prémonitrice de la pensée, nous pourrions dire, de la tradition politico-juridique d'Occident. Nous sommes, bien sûr, il s'inscrit dans la tradition des grands auteurs grecs, de Machiavel et plus tard de Nietzsche. Il allie bien sûr politique, philosophie, texte juridique et crée cette œuvre, nous pourrions
vraiment dire incomparable de la pensée politique après le Moyen Âge. Alors c'est le commencement d'un nouveau aspect à la politique. Car nous sommes en train d'appliquer les méthodes de la science aux questions de l'État, il faut commencer avec les ingrédients essentiels. Car, selon Hobbes, la science est tout simplement la connaissance des conséquences. Comme par exemple aux chimies. Si on a ces éléments-là et ces éléments-là, on les fait réagir avec certaines conditions, on pourrait s'attendre de certains résultats. C'est la même chose avec la science politique selon Hobbes. Alors, qu'est-ce que c'est l'élément essentiel de société politique? C'est l'individu. Et alors, pour commencer à créer et à fondre ce nouveau ordre, il faut commencer avec l'ingrédient essentiel qui est l'homme. Alors, c'est quoi qui met l'homme en motion? Alors, nous sommes dans l'époque de lumière, ça veut dire la prolifération de la raison. Mais même si l'homme a raison, ce n'est pas tout simplement la raison qui le met en motion. Il y a d'autres choses. Pour Hobbes, c'était les passions, les désirs, les vouloirs. Ça veut dire une attraction vers les choses qui vont donner de la contentement et une aversion contre les choses qui vont amener à une certaine souffrance. Et alors, l'objectif de l'homme, c'est toujours de se préserver et chercher les choses qui vont contribuer et augmenter son préservation. Ce sont les éléments essentiels de l'homme, selon Hobbes. Tout à fait. Alors, selon Thomas Hobbes, les sciences politiques, l'étude des sciences politiques est l'étude du comportement de l'homme même. C'est l'étude de ce qui pousse l'homme à agir d'une certaine façon. L'homme est poussé non pas seulement par la raison, comme Nikita l'a très bien expliqué, nous sommes dans la période des idées des Lumières. Mais malgré cela, les hommes ne sont pas uniquement dotés de raison, ils sont surtout poussés par les passions. Donc dans cette période de tumulte politique, Thomas Hobbes écrit le Léviathan comme étant un avertissement contre ce qu'il appelle le chaos, qui est représenté par ce qu'il qualifierait par l'état de nature. Donc qu'est-ce que l'état de nature? L'état de nature? Alors on a déjà commencé avec une explication de l'homme, une explication essentielle de cet ingrédient de base de la société politique. Alors, mais société politique, mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de société politique, quand il n'y a pas de gouvernance, quand il n'y a pas des lois et des institutions? C'est ce qu'on appelle l'état de nature. Tout à fait. C'est la condition essentielle de l'homme. Aux circonstances où il n'y a pas de lois, comme j'ai déjà expliqué, où il n'y avait pas des lois, où il n'y avait pas des institutions et où il n'y avait pas de gouvernance. L'état de nature est bien évidemment ce qu'Hobbes pourrait qualifier de l'état sans état, c'est-à-dire des hommes sans cette épée de Damoclès qui régit les affaires de ces derniers entre eux. Par exemple, moi et Nikita vivons dans la forêt. Nous ne nous connaissons pas. Nous devons nous battre pour 3 choses. Premièrement, la sauvegarde de notre survie. Donc nous allons nous battre pour la sécurité. Deuxièmement, quand notre survie est assurée, quand notre sécurité est assurée, nous allons nous battre pour les ressources, pour assurer la continuité de cette survie. Donc, premièrement, sûreté. Deuxièmement, ressources. Et quand ces deux-là seront acquis, nous allons relâcher un tout petit peu la pression pour pouvoir gagner du statut. Donc, 3 stages. Premièrement, sûreté. Deuxièmement, ressources. Troisièmement, statut. Tous les hommes sont poussés par ces 3 points majeurs de leur développement individuel et collectif. Moi et Nikita, maintenant, vu que nous avons accès à la survie et aux ressources, nous avons un État fonctionnel avec une force de l'ordre, avec une corporation policière qui nous protégerait en cas de violence ou de réaction incivile. Nous possédons des ressources, nous possédons de l'eau, de l'électricité, comme la plupart des pays occidentaux. Maintenant, nous aspirons au statut. Donc nous nous battons pour le statut au sein de la société. Les 2 premières demandes sont déjà satisfaites par l'existence de l'État. Donc l'État a déjà satisfait ces 2 premières demandes, des ressources et de la sauvegarde de la vie. La seule chose qui reste alors aux sociétés modernes de l'Occident, l'achèvement de la statue. Ça veut dire qu'on peut finalement, vu que les 2 premières demandes sont satisfaites, on a les moyens et on a les conditions pour l'expansion de l'individu.
Et on pourrait même impliquer la philosophie de Nietzsche, qu'on vient d'avoir La volonté parlé. de puissance. Ouais, la volonté de puissance, ça ressemble aux volontés de puissance de Nietzsche. Ça veut dire que l'homme a déjà les conditions, l'homme a finalement les conditions pour se consommer, pour s'exprimer, pour poursuivre les choses qui vont attribuer à la développement de son statut. Tout à fait. Et l'État facilite cela. Donc, à l'état de nature, moi et Nikita devrions nous battre pour l'acquisition de la sécurité, des ressources et du statut. Mais vu que l'État est présent, vu que l'État nous impose d'être prédictibles l'un envers l'autre, vu que l'État nous impose ce qu'on pourrait appeler decorum, c'est-à-dire une certaine façon, un protocole à agir, l'homme doit être prédictible pour l'autre homme. C'est comme cela que nous bâtissons une société. Nous pouvons prédire à un certain degré les agissements et les réactions de nos concitoyens. Il y a un accord. Si je vois le signe d'arrêt sur la rue, ça veut dire que je vais arrêter. Ça veut dire que si je suis en train de conduire, je vais donner le droit de passage aux piétons. C'est un accord, c'est une convenance, et ça rend la vie beaucoup plus simple. Voilà. Donc l'État est fait pour prédire les actions des individus. Comme cela, il y a plus de confiance entre les citoyens entre eux. S'il y a plus de confiance, il y a plus de sécurité. S'il y a plus de sécurité, il y a plus de liberté. S'il y a plus de liberté, il y a plus d'innovation. S'il y a plus d'innovation, eh bien, il y a plus de création de richesse. Ce qu'on aurait appelé en anglais commodious living. Ouais. Alors, Commodité de vivre. commodité de vivre, ouais. Alors, on a noté qu'il y a cet état de nature. On a noté qu'il existe aussi l'implémentation de l'État à un certain point. Mais il y a une autre étape entre les deux. Comment est-ce qu'on arrive aux conditions de gouvernement? Le deuxième état, Alors, c'est l'état de guerre. l'état de guerre, tout à fait. Donc moi et Nikita allons décider de nous battre pour les ressources. Mais nous allons découvrir à un certain point que toute cette violence nous est insupportable, pour tous les deux. C'est pas du tout productif. Et c'est pas du tout conducive à nos propres intérêts, qui est la prolongation de notre préservation. Tout à fait. Donc dans un état de nature, moi et Nikita devrions nous battre pour un bout de pain. Eh bien, vu que l'État existe, l'État va nous mettre des normes, l'État va être le garant de notre sécurité et va maintenir nos contrats. C'est-à-dire, moi et Nikita allons décider que ce bout de pain sera divisé en deux. Nous allons signer un contrat. Qu'est-ce qui va renforcer ce contrat? Ça sera le Léviathan, ça sera l'État. L'homme de la loi. L'État va renforcer nos accords tacites entre moi et Nikita. Donc l'État agit comme un vecteur de sûreté et c'est une violence légitime. Comme le disait Blaise Pascal, la violence sans justice est tyrannique et la violence avec justice est légitime. Wow. On pourrait même aussi impliquer la philosophie de Max Weber, Oui, Max Weber. qui aurait arrivé 2 siècles après Thomas Hobbes. Alors voilà comment Thomas Hobbes a plus ou moins prédire le chemin, la trajectoire du pensée de l'Occident. Car, comme Max Weber aurait dit, l'État, c'est l'entité, c'est la communauté humaine qui a le monopole de l'utilisation de violences légitimées. L'État possède le monopole de la violence. Et nous pouvons même faire le lien avec la centralisation de la France par le cardinal de Richelieu, qui bien sûr fut le précepteur de Louis XIV. Nous savons très bien que Louis XIV a grandi à Paris avec son père Louis XIII, qui faisait face à plusieurs révoltes, comme par exemple Le Fronde, qui était le plus la célèbre Fronde. entre eux. Ouais. Eh bien, la révolte de l'aristocratie. Ouais. Donc, le cardinal de Richelieu a décidé de former le nouveau roi pour centraliser le royaume, c'est-à-dire comment partir au domaine de chasse, construire une belle prison dorée, incroyablement belle, où il allait réunir tous les seigneurs féodaux dans son bel hôtel. Et de par cela, il allait centraliser le pouvoir de l'épée, c'est-à-dire ça n'est plus le seigneur local qui passe la sentence, c'est le pouvoir centralisateur directement. Saint Paul va passer par César et non plus par Ponce Pilate. Wow. Donc, plus l'État se centralise, plus l'État a le contrôle envers les concitoyens.
Eh bien, Thomas Hobbes était pour un contrôle total de l'État. Il voulait que l'État contrôle Ouais. toutes les affaires de l'homme. En souveraineté absolue. Mais il y a une différence entre la souveraineté absolue de Thomas Hobbes et la souveraineté absolue de Louis XIV. Ouais. Car avec Louis XIV, c'était le droit divin des rois. Ça veut dire que le roi était le représentant de Dieu sur terre. Mais Thomas Hobbes, en étant à l'époque de Lumière, il cherche un certain absolutisme illuminé, on pourrait dire. Tout à fait. Un absolutisme avec les fondations dans la raison et dans la philosophie de la lumière. Eh bien, nous pouvons bien sûr faire, eh bien, relier tout ça à une certaine dichotomie entre la monarchie française et la monarchie britannique. Ouais. La continent contre la mer. Tout à fait. Nous pouvons dire que dans une monarchie constitutionnelle, de par son protestantisme, quand Dieu est présent et omnipotent mais ne règne pas sur les affaires des hommes, comment cela se transfigure sur la scène politique? Nous avons un monarque, Avec un parlement. certes de droit divin, mais avec un parlement et avec une constitution. Car Dieu est absolu, mais il ne règne pas sur les affaires des hommes. Mais, par contrario, dans une monarchie française qui provient d'une transfiguration du catholicisme, car le religieux se traduit toujours par un certain système politique, nous avons une monarchie de droit divin qui contrôle et intervient au sein des affaires de l'homme, en général. Alors, comment former cet absolutisme illuminé de Thomas Hobbes? Alors, dans l'état de nature, chaque homme, on a noté que c'est une guerre de tous contre tous. Alors, c'est ce qu'on aurait appelé en anglais the right of nature, le droit de nature. Afin de chercher et poursuivre mon propre préservation, je suis justifié de faire qu'est-ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Même, ultimement, ça veut dire tuer l'autre. Tuer ou être tué. C'est le nom de la jeu au état de nature. Alors, afin de créer le Léviathan, l'État, l'homme de la loi, qui va porter son épée pour régler l'ordre au pays, Les individus vont fondre leurs épées pour créer un grand épée, une grande épée. ce qui appartient au Léviathan. On pourrait imaginer que chaque homme possède une épée. C'est une petite épée. Il l'utilise pour battre, pour se préserver. Mais en créant le Léviathan, il le soumet comme ça. Comme ça. Voilà mon épée. Il va fondre. Mon cher Léviathan. Les hommes vont fondre leurs épées pour, bien sûr, unifier leurs forces. Ouais. Mais au-delà de cela, c'est surtout les hommes qui vont donner leur droit naturel, c'est-à-dire un homme fort physiquement pourrait bien sûr voler la tartine d'un petit garçon, naturellement. Mais, Comme ce qui se passe au cafétéria du lycée parfois. bon, par exemple, eh bien, il y a toujours un méchant garçon à l'école qui va chipper la tartine de ses camarades, bien sûr. Et ce méchant garçon-là aura toujours un autre méchant garçon plus grand et plus costaud qui va lui chipper sa tartine-là. Il y a un garçon encore plus méchant qui s'appelle le principal de l'école, Ah voilà! qui est le Léviathan. Donc, qu'est-ce que vont faire ces concitoyens qui peuvent se chipper les tartines? Eh bien, à la place de se chipper les tartines, ils vont se dire, bon, écoute, il y a toujours quelqu'un qui va nous chipper les tartines, alors pourquoi ne pas juste donner notre droit, si puis-je dire, naturel, pour le bénéfice, notre intérêt personnel, pour le bénéfice de l'intérêt commun. Donc, on va arrêter de chipper les tartines, d'accord? Tout le monde va signer, on ne chippe plus les tartines, mais il faut que tout le monde signe. C'est la condition prémonitoire pour le bon fonctionnement de l'État. Et si quelqu'un chippe la tartine de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Le principal va venir, il va lui tirer les oreilles. Action, réaction. Action! Réaction! Voilà. Ah! L'État, le Léviathan. Le Léviathan. Donc, On a parlé un peu de la création de la Léviathan en sens antique, comme « Oh, voilà mon épée, on va fondre l'épée pour créer un grand épée ». Mais au sens moderne, néolibéral, capitaliste, on pourrait dire que ça ressemble un peu au système des taxes, des tarifs. tout à fait. Alors, votre argent, c'est votre capacité de vous exprimer. On peut s'exprimer avec l'achat des choses, comme des belles vêtements, par exemple. C'est une manière de s'exprimer. Mais afin de préserver le Léviathan, afin de préserver
l'ordre politique, il faut soumettre un peu de notre argent pour créer le Léviathan. Eh bien, afin d'être compétitif sur la scène internationale, car Nikita, par exemple, malgré sa fortune colossale, ne pourrait pas rivaliser avec des États. Des grands empires, il pourrait ouais. rivaliser, bien sûr, avec certains États, comme des puissances modérées, mais pas des superpuissances, malgré sa fortune colossale. Donc, qu'est-ce que va faire Nikita? Eh bien, il va mettre en commun avec d'autres milliardaires une partie de sa fortune, qui est elle-même colossale, pour rivaliser avec les autres États. Et c'est comme cela que Nikita va pouvoir rivaliser contre les léviathans des autres. Donc, le monde n'est que des léviathans, des entités qui n'ont pas de maître, qui se bagarrent entre eux. Wow. Alors, nos pays sont des Léviathans. Nos pays, ils consistent des États. Mais la scène internationale, c'est, de toute façon, néanmoins, encore un état de nature. Car il n'y a pas un super puissant, il n'y a pas un super Léviathan, il n'y a pas un Léviathan des Léviathans. Alors, nous sommes dans une époque où il y a des institutions libérales. On peut penser aux... L'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies. Mais Mais malheureusement, l'Organisation des Nations Unies ne possède pas de force coercitive. Exactement. C'est-à-dire, bien sûr, il y a la branche armée ouais, des Les soldats. peacekeepers. Oui, voilà, les gardiens de la paix. Ouais. Mais ce ne sont pas vraiment une armée avec une force centralisatrice. C'est un Léviathan, mais il manque l'épée. Tout à fait, tout à fait. Nous pouvons dire que c'est un beau parleur. Nous pouvons dire que c'est la balance sans le glaive. Alors, Hobbes nous indique que la scène internationale, c'est néanmoins, même au jour moderne, même avec des institutions libérales, c'est encore un état de nature des Léviathans contre des Léviathans. Donc, qu'est-ce que l'État, à part la volonté concentrée de ses concitoyens, de ses sujets, unis contre la volonté des autres? Le monde, et nous le voyons de plus en plus de nos jours, n'est que concentration de la volonté des peuples qui se confrontent aux autres. Le monde, nous pouvons dire, pourrait bien avoir une façade d'harmonie, surtout le monde occidental. Mais rappelons-nous, le général de Gaulle, par exemple, appelait l'ONU le machin. Le général de Gaulle, par exemple, était contre la présence des troupes de l'OTAN sur le territoire français, car il y voyait un certain impérialisme. Eh bien, la réalité est, malgré le fait qu'on vit dans un monde néolibéral, surtout de plus en plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et du développement du plan Marshall, rappelons-nous que l'État, qui perd de plus en plus de terrain, surtout dans le monde néolibéral, est la corporation des corporations. C'est le Léviathan, c'est la volonté des peuples. Et bien sûr, avec le développement des guerres aujourd'hui, nous pouvons voir de plus en plus le rôle que les entreprises privées jouent, non pas seulement sur l'échelle industrielle, économique, mais aussi guerrière. Alors, la philosophie de Thomas Hobbes, c'est la recherche de la création d'un siège de puissance. À 100 jours, c'était l'époque de la traité du Westphalie. C'était la reconnaissance de la souveraineté suprême des États. Alors, mais à ce jour, il nous apparaît un nouveau siège de puissance. Les coopérations, les industries privées, les forces mercenaires qui présentent un nouveau siège de puissance, un nouveau siège de la souveraineté. Hobbes serait préoccupé, car la compétition des sièges de puissance, c'est les ingrédients essentiels pour la guerre civile. À 100 jours, l'époque de la guerre civile anglaise, c'était la siège de puissance du roi et la siège de puissance du Oliver Cromwell et son parlement. La compétition des sièges de puissance, c'est la guerre civile, en fin de compte. Bien sûr, donc il n'y avait plus de monopole de la violence. Comme disait Weber. La violence n'était plus légitime. Et nous pouvons même dire que, eh bien, il est plutôt normal pour les Anglais de privilégier l'entrepreneuriat privé au détriment de l'État. Eh bien, Winston Churchill disait dans son œuvre L'histoire des peuples anglophones, des peuples anglais, eh bien, que l'État anglo-saxon
privilégie l'entreprise privée et le drapeau suit. Par exemple, le Canada est basé sur la compagnie de la baie d'Hudson. d'Hudson. Eh bien, la baie d'Hudson est venue s'établir en Amérique du Nord et ensuite a reçu un financement de l'État. Donc, l'entreprise privée a précédé le drapeau. Francis Drake. C'était la même chose même avec... Tout à fait, la compagnie des Indes britanniques de l'Est. Ouais. Eh bien, nous pouvons voir que dans le mode anglo-saxon de même la colonisation, ce sont toujours des entreprises privées. Francis Drake, l'explorateur, le privateur. le navigateur Francis Drake était au tout début un pirate, eh bien, illégal même, eh bien, avait reçu, après avoir, bien sûr, pour contrer la flotte espagnole dans l'Amérique du Sud, L'armade de l'Espagne. de Spanish Armada, Ouais, l'armada espagnole, avait reçu une autorisation de la reine d'Angleterre, et c'est comme ça qu'il est passé de pirate à serviteur loyal de Sa Majesté la reine Élisabeth Ier. Là là là. Donc, Cela nous indique encore une autre division entre la philosophie et la pensée du continent et la pensée de la mer. tout à fait. Je dirais que la philosophie du continent est basée sur la suprématie de l'État, ce qui est très catholique. Il y a une puissance centralisatrice qui elle-même entreprend. Ou même le rationalisme, Tout à fait, tout à fait. comme celle de Descartes. Oui, tout à fait. Et Hobbes était vraiment en litige avec Descartes. Ouais. Ils ont envoyé des lettres, un contre l'autre. Tout à fait. Eh bien, tout d'abord, les Britanniques croient en l'empiricisme, C'est c'est-à-dire une philosophie basée sur les observations. eh bien, les hommes sont affectés par leur environnement. Ça n'est pas l'environnement qui est affecté par les hommes. A contrario, les continentaux, eh bien, nous parlons des Français, Descartes, Pascal. tout à fait, croient Rationalisme. au rationalisme, c'est-à-dire que ce sont les individus qui eux-mêmes ont un effet sur leur environnement. Eh bien, nous pouvons aussi dire que le protestantisme a vraiment affecté tout dans la société britannique, de par leur façon de faire du commerce, de par leur colonisation qui fut, comme nous l'avons déjà dit, une colonisation tout d'abord des entreprises privées, donc d'une initiative personnelle. Le salut est personnel dans le protestantisme. Le salut n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire. Le salut est une entreprise individuelle, tout comme le commerce, tout comme la colonisation anglaise. Mais par contre, dans le catholicisme, il y a toujours un intermédiaire. Et nous pouvons le voir aujourd'hui pour procéder au salut, pour créer, pour atteindre le royaume des cieux, il y a un intermédiaire qui est l'Église catholique centralisatrice de Rome. Tout comme l'État, Le prêtre. tout comme l'État français, eh bien, agit de nos jours, même de nos jours, le dirigisme économique français instauré par le général de Gaulle. Charles de Gaulle. Eh bien, il n'y a pas d'entreprise individuelle poussée en France. Tout est en collaboration avec l'État. L'État est le plus grand acquisiteur des biens, des joyaux économiques français. Sur terre, nul est son maître. Nul n'est son maître. Ouais. Eh bien, l'État anglo-saxon suit l'entreprise individuelle. Ironiquement. Eh bien, tout à fait. Il s'étend de par les initiatives individuelles. Mais l'État continental a besoin de l'approbation de l'État centralisateur avant tout. Par exemple, pour la colonisation des Amériques françaises, cela ne s'est pas fait Par les compagnies des entreprises. Tout à fait. Par exemple, les Anglais voulaient bien évidemment acquérir de la fourrure et la vendre. Mais Jacques Cartier. Pas contre. tout à fait. Mais par contre, pour les Français, c'était plus géostratégique que commercial. Ils voulaient contrer la présence anglaise en Amérique du Nord. Donc, on décidait d'envoyer des Français là-bas. Le protestantisme est spirituel, c'est une religion. C'est même individualistique. C'est individuel, n'est-ce pas? Eh bien, dans le protestantisme, il n'y a pas... Quel est le but de la religion? C'est de créer le royaume de Dieu sur terre. Relégué. N'est-ce pas? Une transfiguration. Eh bien, si dans le protestantisme, tu n'as pas d'intermédiaire pour le salut qui veut dire le paradis, qui est un but politique, Salvation. tout à fait, eh bien, c'est une entreprise individuelle. Donc, l'État va étendre ses tentacules par les entreprises individuelles. Mais par contre, dans le catholicisme, l'intermédiaire est la centralisation romaine.
Ou la prêtre. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire le prêtre, Ouais. l'État de Rome, n'est-ce pas? Spirituellement, le catholicisme a besoin d'un intermédiaire. Ouais. Donc, les Français, par exemple, les plus grosses fortunes françaises ont un parcours non pas seulement dans le privé, mais aussi au sein de l'État. Eh bien, il y a cette dichotomie. Il y a un pied dans le privé, un pied dans l'État. Tu vois? Ouais. Donc, parce que la France est un pays qui a la Bible dans le sang, qui a le catholicisme dans le sang, même si elle le renie, elle a le catholicisme dans le sang au sein de ses institutions. Pour devenir riche en France, il faut avoir un pied dans le secteur privé, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un pied au sein de l'intermédiaire, car le salut dans le catholicisme a besoin d'un intermédiaire. Tu veux faire fortune en France, il faut que tu aies un pied au sein de l'État et au sein du privé. Génial. Par contre, tu veux faire fortune en Amérique du Nord, tu veux faire fortune dans un pays anglo-saxon, tu vas aller sur la Lune, tu vas sur la Lune, et puis l'État va te financer comme qui? Comme Mr. Elon Musk lui-même. Elon Musk lui-même. Elon Musk est allé sur la Lune, et puis il a été financé. C'est le Francis Drake de jour moderne. C'est le Francis Drake De nos jours. du temps moderne. Eh bien sûr, comme je l'ai précisé dans mon article, que vous pouvez bien évidemment tous lire sur JLBstudies.com. jlbetudes.com, JLB Studies, JLB Studies. En tout cas, trêve de... Voilà, ce n'est pas le moment pour les placements de produits. Bon. Donc voilà, donc nous pouvons dire que la religion, le spirituel, est une cause du politique. Wow. Mais ça, nous allons toucher à ce sujet-là dans notre prochaine vidéo qui sera on ne peut plus intéressante. Oui, c'est possible qu'une vidéo soit plus intéressante que celle-ci. Oui. C'est possible. Croyez-le ou pas. Alors, Hobbes était en train de justifier l'absolutisme de roi Charles. C'était lui le protesteur des révolutions, mais ironiquement, il a créé son propre révolution. Son propre révolution appelée la libéralisme. Alors imaginez, avec cette pièce, le Léviathan, Thomas Hobbes a fondé plusieurs choses de nouveau. Il a fondé l'étude et la discipline de la science politique. Il a commencé même le libéralisme. Il a commencé même ce nouveau genre de pensée politique appelé le social contract, le contrat social. Alors, vous pouvez déjà reconnaître cette norme de l'œuvre de Rousseau. Et on va toucher sur ça très bientôt. Mais alors, un des grands accomplissements de Hobbes, c'était le commencement de la libéralisme, du pensée libérale, l'individualisme. Alors, au sens politique, Le capitalisme et l'éthique protestante. Max Weber again. Max Weber. Ouais. Au sens politique, le libéralisme, ça veut dire les droits de l'individu et le gouvernement limité. Un gouvernement contraint par une constitution, par des élections. Au sens économique, ça veut dire un marché libre, comme disait Adam Smith. Adam Smith. Avec Comme la main invisible. Ça veut dire... Alors, Thomas Hobbes est en train de chercher une volonté générale de l'État. Adam Smith est en train de chercher une volonté générale du marché. Le mal invisible, c'est l'idée que le peuple en masse va diriger les demandes du marché avec leurs mains invisibles. C'est l'explosion des passions sans régulation. Ouais, le capitalisme, on pourrait même dire... Ouais. Le capitalisme, on pourrait même dire. Alors, on voit cette lien entre le protestantisme et le capitalisme qui était bien expliqué par Max Weber encore une fois. On pourrait... Wow, Thomas Hobbes, c'était le prophète. Thomas Hobbes était le prophète de la philosophie occidentale. Car on pourrait dire, on pourrait entendre ces échos. We can hear Ces échos. ces réverbérations. Alors, les travaux de Max Weber sont tout simplement les réverbérations antiques de Thomas Hobbes. Car on voit ce lien entre le protestantisme et le capitalisme, the Protestant work ethic and the spirit of capitalism. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Voilà, Eh bien, voilà. C'est un livre qui relaie le lien entre le protestantisme, bien sûr spirituellement, et ses conséquences de par le système économique Voilà. néolibéral de nos jours. Voilà. De nos jours, le libéralisme est en danger. Et pourquoi? C'est car c'est une philosophie basée sur une imagination. L'état de nature dont parlait Hobbes n'a jamais existé. C'est un expérimental pensée. C'est une expérimentation de la pensée. Bien sûr, il y avait des structures comme la famille qui régulaient les sociétés et qui étaient même une cause de la société. Nous allons toucher tout cela dans la prochaine vidéo. Vous allez adorer. Alors, pour contenir l'état de nature,
on avait déjà certaines institutions, la structure de la famille, on avait l'Église, on avait certaines expectations de culture. Mais avec le modernisme, avec le nouveau pensée, même post-moderniste qui a apparu au 19e siècle et même au 20e siècle, on a vu la dégradation des choses qui auraient pu contenir l'état de nature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'état de nature, c'est aujourd'hui. Eh bien, L'état de nature, c'est la société moderne. C'est le économiquement. Économiquement. Nikita, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu dis que la famille et l'Église ont adouci l'état de nature. C'est très vrai. Nous connaissons tous le mythe d'Oedipe, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui empêche le mythe d'Oedipe? Par exemple, dans les sociétés pré-archaïques, qu'est-ce qui empêchait des individus d'avoir des relations sexuelles avec des membres de leur famille? Eh bien, c'était le patriarche de la famille. C'était le père qui structurait la famille, qui donnait le rôle de chacun à chacun. Et par exemple, quand Rome est tombée, eh bien, c'était le chaos en Occident. Il y avait les chefs barbares, les chefs visigoths, les Ligures, qui étaient partout, qui semaient la zizanie, le chaos et la pagaille. Mais après avoir conquis Rome, là est tout le génie de l'Église catholique. C'est qu'elle conquiert même le conquérant. Wow. L'Église catholique a été celle qui a pu garder cette certaine structure quand tout est tombé, quand le monde a tourné, la croix est restée immobile, car les fils de ces chefs guerriers qui avaient conquis l'Occident, qui sont venus du Nord, eh bien, étaient envoyés dans les monastères pour apprendre le latin, pour reconstruire ce qu'ils avaient détruit. Que dit le cardinal Rémi à Clovis? Adore ce que tu as détruit, détruis ce que tu as adoré. Et il fut baptisé. Et Clovis fut le premier roi des Francs. Et c'est comme ça que le barbare aux cheveux longs et à la grosse barbe a décidé de se raser, de couper ses cheveux. Ils sont devenus encore de plus en plus romains. De se raser les poils du torse pour devenir romain. Par la discipline monastique. La politesse est une invention monastique. Ce sont les moines qui ont inventé la politesse. Ce sont les moines qui ont inventé même la monogamie. La monogamie est une invention catholique. Clovis était un barbare polygame, mais le cardinal Rémi l'avait convaincu d'épouser Clotilde. Et le catholicisme est la femme qui assimile l'homme à la monogamie. Eh bien, le dieu de Clotilde, Clovis a promis d'adopter le dieu de Clotilde, qui est le dieu catholique. Donc, nous pouvons dire que la chrétienté, le catholicisme, est la seule religion féministe. Wow. C'est là. Nietzsche disait que le catholicisme avait choyé la femme. C'est la seule religion monogame. C'est la seule religion qui confère à la femme un mari. C'est la seule religion qui confère à l'homme une seule femme. L'homme renonce à sa polygamie au sein du catholicisme. À la Galerie nationale de Londres, il y a cet intrigant portrait de Thomas Hobbes. La façade, c'est vraiment ombre. Alors, ce qui est frappant dans ce portrait, c'est qu'il y a tout simplement la tête d'Hobbes et sa main, car il est en train de porter un vêtement vraiment ombre, vraiment noir, foncé. Le portrait est vraiment sombre, et on ne peut distinguer que sa tête et sa main. Il fait un geste comme ceci. Alors, pourquoi ce mélange entre la tête et les mains? La tête représente la méthode scientifique. Ça représente son processus, sa méthode rationnelle, on pourrait même dire. Théorétique, mais la main représente pratique. C'est la théorie, la conception de l'État, et puis la main qui porte l'épée de l'État. Alors Thomas Hobbes représente un mélange entre la théorétique et la pratique. Thomas Hobbes est aussi celui qui a traduit Thucydide en anglais. Cela dénote un certain aspect de son personnalité, mais il démontre aussi que ce qu'il pensait que les anglophones devaient entendre à cette époque de guerre civile, le réalisme, l'essence de politique, en fin de compte. Tout à fait, Thucydide, bien évidemment. C'est la fondateur de l'école réaliste, l'essence. Thucydide, bien sûr, était le premier des historiens. Thucydide fut l'auteur de l'histoire de la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse était une première de l'historiographie. Eh bien, Hérodote et Thucydide étaient les premiers historiens, c'était le premier qui avait décidé de contextualiser, de garder, de créer des rapports des faits des hommes. C'était un peu les pères de l'historiographie. Historia qui veut dire l'inspection, l'enquête. C'est une enquête. Ce sont des détectives qui cherchent
à donner les faits aux générations futures. Et nous pouvons, comme Nikita l'a très bien expliqué, dire que Thomas Hobbes s'inscrit dans cette tradition d'auteurs réalisme qui veulent prendre les faits et les colporter comme ils étaient, comme ils sont. Eh bien, nous pouvons aussi inscrire dans cette tradition-là Machiavel et plus récemment John Mearsheimer, par exemple, père du réalisme, professeur à l'université de Chicago. Thomas Hobbes représente un de ces érudits qui ont composé et produit un des textes fondateurs, institutionnellement parlant, de l'Occident. Et dans un monde en déconstruction, il est temps de se reconstruire. Pour cela, il faut lire Hobbes. Il faut lire Hobbes. Il y a un lien dans notre description, un des éditions les plus belles de Thomas Hobbes. Tout à fait. Et nous vous incitons à lire Hobbes, à lire tous les livres que nous vous recommandons, car, encore une fois, vos plaisirs sont nos désirs et vos espoirs, nos devoirs. Et à cela, mon très cher confrère, nous pourrions conclure par... Voilà. 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 Voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes années c'est fini. C'est mes voix, c'est mon cri. Mais voilà, tant